Bonjour à tous, bienvenue sur Mission Agreg. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus longue pour vous donner quelques conseils pour commencer votre projet de l'agrégation. C'est pas toujours facile quand on décide de se lancer, de savoir quoi faire concrètement. Petit disclaimer, c'est mes conseils basés sur mon expérience. Ils ne sont pas universels, ils peuvent ne pas vous convenir. Et parfois, certains de mes conseils peuvent être contredits par d'autres conseils tout aussi pertinents. Donc j'espère que voilà, vous ferez votre petite tambouille avec ce que je vous dis et ce que vous pourrez trouver ailleurs, évidemment. On commence avec le premier point. Tout d'abord, on respire un grand coup. Il faut prendre conscience que l'agrégation, c'est un concours exigeant, oui, mais loin d'être impossible. C'est un marathon, donc en fait, vous allez apprendre à vous connaître vous-même. Et ça sera dans tous les cas une expérience qui vous fera grandir parce que vous allez devoir lutter contre votre mental avant tout en fait. L'ennemi numéro un, c'est pas les autres, c'est vous-même. Vraiment. Je ferai une vidéo plus précise là-dessus. J'en ai fait les frais. Mais voilà, on s'en sort. Le tout, c'est de se connaître, d'avoir conscience de ses limitations. Par exemple, moi j'ai 26 ans aujourd'hui, j'ai clairement pas eu la même capacité de mémorisation, la même capacité de travail et de concentration que quand j'étais toute fraîche sortie de l'université pour mon CAPES, clairement. Mais pour autant, du coup, j'ai adapté en fait à mes limites. Pareil, si vous avez, je sais pas, des enfants, si vous travaillez à côté, comme c'était mon cas, c'est pas la même chose que si vous êtes étudiant en prépa agrég toute l'année, en présentiel dans les cours, etc. Donc, il faut être honnête avec vous-même, ne pas se surestimer non plus, ne pas se sous-estimer, être exigeant tout de même, mais c'est vrai que la première chose à faire, c'est faire un état des lieux dans votre vie, comment vous allez faire et qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour ce projet. Un autre objectif qui est à poser, on va dire, c'est justement quel est votre niveau d'engagement dans ce projet. Est-ce que vous allez à l'agrégation pour voir ou est-ce que vous y allez pour l'avoir? Parce que du coup, le temps que vous allez y consacrer ne sera pas le même. Ainsi que peut-être la charge mentale que vous allez y mettre, le stress que vous allez y poser dedans. Bon, voilà. Il faut être honnête. Moi, je vais pas vous mentir, je vous invite quand même à y aller pour l'avoir. Parce que je sais que ça fait peur, je sais que voilà, c'est un niveau d'engagement qui peut intimider. Évidemment, si on y va pour l'avoir, bah si on l'a pas, on est vraiment déçu. Mais moi, j'ai fait 2 ans où je suis allée à l'agrégation pour voir. C'est certain que vous ne l'aurez pas par chance. C'est certain que vous ne l'aurez pas si vous y allez pour voir. Personne n'a l'agrégation quand on y va pour voir. Sincèrement. Il faut que vous y alliez avec la niaque, il faut que vous y alliez en croyant en vous, et il faut prendre le risque d'y croire. Je ferai une vidéo sur le sujet de l'auto-sabotage, parce que je connais parfaitement le sujet. Mais bon, vous voyez avec vous-même, c'est évidemment selon vos envies, peut-être qu'il y en a qui passent aussi le CAPES à côté, donc de toute façon, même si vous y allez pour voir, ça peut être une première expérience et voilà, pour dégrossir un peu les épreuves et les œuvres et voir comment ça se passe. Mais évidemment, votre niveau d'engagement et le temps que vous y passerez ne sera pas le même. Peut-être aussi l'argent que vous y mettrez si vous avez l'intention de prendre une formation, ça sera pas la même chose, donc à vous de voir avec vos envies personnelles où vous allez en fait. Le deuxième point, une fois que vous avez fait votre état des lieux, c'est de mettre un objectif par semaine de temps que vous allez consacrer à l'agrégation. Il faut que cet objectif soit réaliste et réalisable. Moi, j'avais fait l'erreur de mettre un objectif beaucoup trop élevé au vu de ma situation. Donc, j'avais cours le matin en tant qu'enseignante, tous les matins jusqu'à 11h30. Ensuite, j'allais au sport. Je rentrais, je mangeais, je faisais la sieste, puis je pouvais me mettre à l'agrégation. Et je m'étais dit que j'allais faire mes après-midi, donc 4 à 5 heures d'agrégation par après-midi. Je n'y suis pas arrivée. Hein. Du coup, j'ai changé un petit peu mon organisation. Avant de partir du travail pour aller au sport, je restais 1 heure de plus pour travailler au collège. Ensuite, j'allais au sport. Au sport, j'écoutais mes cours. Bon, ça, c'est voilà, les petites techniques que je vous partagerai plus tard. Et une fois que je rentrais du sport, douche, manger, sieste, pour couper un peu la journée en deux. Et puis après, je faisais 2 heures. Et ensuite, des amis venaient et on faisait 3-4 heures le soir, mais pas tous les jours. Donc ça, c'était plus viable pour moi. Vous tâtonnerez au début, c'est pas grave, mais en tout cas, il faut que vous gardiez un rythme où vous ayez des plages horaires qui soient calées un petit peu comme si vous aviez un club de sport que vous payez.
Il faut que ce soit calé dans votre emploi du temps comme une routine et c'est non négociable. Sauf exception évidemment. Mais le but, c'est vraiment que vous vous disiez, c'est pas quand j'ai envie, c'est un horaire qui est posé. Voilà, donc moi je vous invite à faire un emploi du temps de votre semaine et à mettre vraiment vos petites cases d'agrégation et surligner dès que vous les avez faites, comme ça vous fait une petit truc d'endorphine là, tac, j'ai fait mes devoirs entre guillemets et voilà. Vous pouvez envisager de vous libérer du temps, moi c'est ce que j'ai fait. Donc quand j'ai décidé d'aller à l'agrégation pour l'avoir, que j'ai changé mon objectif et que ça y est là c'était l'année où il fallait que je me débarrasse de ce truc, j'ai décidé de me faire du temps. Comment j'ai fait? J'ai demandé un mi-temps dans mon travail. Je suis enseignante donc depuis 2020. Et j'ai demandé un mi-temps. Donc j'ai préparé financièrement en économisant l'année précédente. Évidemment avec les petites heures sup. Et voilà, c'était mon choix parce que j'ai vu qu'en fait, j'étais pas capable d'avoir l'agrégation en travaillant à côté. Il y a des gens qui sont des forces de la nature qui en sont capables. Bravo à eux. Moi, non. Donc c'était mon choix. J'ai aussi décidé de réduire le sport. Voilà, je faisais du sport 5 fois par semaine, j'ai réduit à 3. À la fin, le dernier mois, j'ai réduit à 0. Voilà, ça aussi, c'est des choix personnels. Vous voyez selon vos possibilités et vos envies. Si vous avez des enfants, bon, je suis mal placée pour vous donner des conseils, mais si vous avez la possibilité de compter sur votre famille, sur vos amis pour éventuellement vous libérer des plages de travail sans les enfants, profitez-en. Voilà, et puis au niveau des sorties, vous allez faire des choix, hein, de toute façon. Moi, j'ai vraiment limité les sorties. Je me suis pas non plus interdit des vacances, des moments de détente. Mais c'est vrai que voilà, ce sera pas aller au bar tous les soirs non plus, quoi. Donc vous verrez que vous devrez faire des choix et c'est pas grave. Il faut simplement trouver un équilibre qui vous permette de ne pas culpabiliser quand vous prenez du temps pour vous et trouver un équilibre qui vous permette quand même d'avancer sur votre travail. Voilà, je vous donnerai plus de détails dans de prochaines vidéos. Point numéro 5, est-ce que vous vous formez ou pas? Est-ce que vous prenez une formation type prépa, une formation à distance type CNED? À vous de voir en fait, selon déjà selon votre objectif, le niveau d'engagement que vous voulez y mettre. Est-ce que vous pensez que vous voulez d'abord dégrossir par vous-même et puis éventuellement en cours d'année vous inscrire au CNED pour compléter? Est-ce que vous pensez trouver ce dont vous avez besoin simplement dans les livres et sur internet? À vous de voir. Je ferai une vidéo spéciale formation prochainement. Moi, j'en ai testé 2, donc je vous ferai un retour un peu plus détaillé. Mais c'est vrai que la question de la formation se pose parce que ça peut être vraiment, vraiment utile. Point numéro 6, ça y est, on rentre dans le concret, il était temps, vous allez consulter le programme. Alors, le programme, il faut comprendre l'enjeu des œuvres et des thèmes qui vous ont proposés. Ça n'est pas un hasard si on vous a donné tel thème, tel axe, telle œuvre. C'est pas parce que l'histoire est jolie que vous allez lire tel truc. En fait, chaque œuvre va vous ouvrir sur un contexte, donc d'époque civilisationnelle, ou sur un contexte géographique particulier. Donc si vous avez une œuvre en Amérique latine, il faut comprendre quel est le but de l'auteur, pourquoi il a écrit ça, comment il l'a écrit, et quel est le débat critique qui est autour de l'œuvre. Même chose pour l'axe civilisationnel. Est-ce que la période qui vous est donnée et le thème donné vous permettent d'avoir une réflexion sur le présent, ou sur l'évolution de tel pays, ou sur, je sais pas, ou sur la construction de tel État. Hashtag isme de Panama. Donc voilà, autour de chaque thème, autour de chaque œuvre, il doit y avoir un débat critique. Donc on va pas se jeter sur la bibliographie tout de suite. La bibliographie qui justement va vous permettre de comprendre le débat critique qui est autour du thème. D'abord, il faut dégrossir un petit peu par vous-même. Donc moi je vous invite à aller voir 2-3 trucs sur les auteurs, essayer de comprendre pourquoi l'auteur écrit ça, comment il l'écrit. La biographie peut être intéressante, mais honnêtement, vous n'allez pas les apprendre par cœur non plus. Mais il faut que vous compreniez un petit peu la posture de vos auteurs pour dégrossir au moment de la lecture. Commencez pas à lire un bouquin de la Greg sans avoir dégrossi un petit peu la démarche de l'auteur, parce que sinon vous risquez d'être assez frustré et de rien comprendre. Donc faites les choses dans l'ordre, ça va vous éviter des interrogations au moment de lire les œuvres. Moi je me souviens quand j'ai lu Mariana Enriquez,
je me suis dit, mais quelle horreur, hein, mais quelle horreur, pourquoi on nous fait lire ça? Et j'avais pas compris en fait l'intérêt. Mais parce que je m'étais pas renseignée sur l'enjeu du thème. Donc si vous le faites avant, ça vous évite de lire sans rien comprendre et vous gagnez du temps. Pour les thèmes civilisationnels, c'est pareil, essayez de vous faire une petite chronologie, histoire de comprendre un petit peu, déjà, avant de lire la bibliographie, de quoi on parle. Essayez de voir s'il y a un lien avec le présent. Et si jamais c'est des thèmes qui restent dans le programme, essayez de voir s'il n'y a pas déjà un truc qui résume. Ça vous évitera d'avoir à le faire en fait. Sur internet, vous pouvez trouver plein de ressources. Je vous ferai une petite vidéo ressources aussi. Mais c'est bien de dégrossir avant de plonger tête la première dans la paperasse, je pense. Toujours avant de lire vos œuvres, je pense qu'il est intéressant de savoir ce qu'on attend de vous à l'agrégation. Donc, pareil, avant de plonger tête la première dans un flot d'informations, lisez les rapports de jury. Les rapports de jury, c'est la base. Vous allez tout comprendre. Les attendus de chaque épreuve, les erreurs que les gens font et que le jury ne peut plus voir. Vous allez comprendre comment ils notent, vous allez comprendre pourquoi tel ou tel truc ne passe pas. Bref, il faut lire les rapports de jury, peut-être pas jusqu'à 2007 non plus, mais en tout cas, essayez de lire ceux des 2 années précédentes. Franchement, avant de commencer à lire quoi que ce soit, c'est pas mal, comme ça vous savez ce qui est attendu. Si jamais c'est pas votre première fois à l'agrégation, en plus vous pourrez peut-être comprendre là où vous avez merdé l'année d'avant, parce qu'il y a des corrections en fait, ils vous expliquent ce qu'ils ont noté et comment ils l'ont noté. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un peu de recul sur ce que vous avez produit l'année d'avant. Voilà. Après, je vous ferai une vidéo où j'explique à peu près ce que j'ai compris des épreuves. Je dis bien ce que j'ai compris des épreuves parce que je vous partagerai mes notes, un de ces quatre, c'est loin d'être parfait. Mais je pense que c'est une démarche intéressante à avoir pour savoir justement qu'est-ce que vous allez chercher dans les œuvres que vous allez lire, qu'est-ce que vous allez chercher dans les axes que vous allez étudier, et qu'est-ce que vous allez vouloir restituer, donc retenir. On va faire du tri, on va pas tout apprendre non plus, c'est impossible d'être parfait, donc il faut hiérarchiser et prioriser. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de savoir concrètement ce qu'on attend de vous. Voilà. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez commencer à lire vos œuvres. Alors, je vous invite à ouvrir un magnifique tableau Excel, ou, je sais pas, un truc Canva, vous vous débrouillez, vous faites comme vous voulez. Si vous êtes de la vieille école, vous faites vos petites fiches, mais on ne lit pas un livre comme ça, page par page, et une fois qu'on l'a fini, on commence l'autre, ça sert à rien. Il faut que vous fassiez une lecture qui soit rentable. On va essayer de gagner du temps cette année, parce que ça arrive assez vite, il y a du temps, il y en a beaucoup, mais on a tous des vies bien remplies, donc c'est intéressant de gagner du temps quand on peut. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà, comme je l'ai dit, dégrossir l'auteur, vous faire une petite fiche récap sur l'auteur, sa démarche, comme ça vous entamez votre bouquin, et vous comprenez ce que vous lisez. Avant de lire le bouquin, je pense, lisez un résumé. On n'est pas là pour se faire plaisir et découvrir l'intrigue en étant surpris par, je sais pas, le twist final. Plus vous anticipez et plus vous dégrossissez votre lecture, plus votre lecture va être éclairée, on va dire. Donc moi, je vous invite vraiment à lire un résumé de vos œuvres sur Internet avant de commencer. Comme ça, au moins, vous comprenez ce que vous allez lire et vous allez être plus sensible au comment est-ce que ce livre est écrit, plutôt que à qu'est-ce qui est écrit, en fait. C'est vraiment un dialogue du fond et de la forme que vous allez essayer de percer à jour. Donc moi je ferai comme ça. Après vous faites comme vous voulez. Si vous préférez lire en mode je lis un conte du soir, vous faites ce que vous voulez. Mais moi je ferai ça. Ensuite, si j'étais vous, j'étudierais d'abord la structure du bouquin. Combien de chapitres ? Est-ce que les chapitres se suivent ? Peut-être qu'il y en a qui, comme moi, ont eu le trauma de Rayuela au Capes, qui est un livre en fait qui se lit dans n'importe quel ordre. C'est génial, mais c'est n'importe quoi à étudier. Donc je vous invite à regarder un petit peu les structures. Si c'est des pièces de théâtre, combien d'actes, combien de scènes, voyez un petit peu pour vous faire un petit tableur avec, vous découpez chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et dès que vous allez lire un chapitre, vous allez noter en fait sur votre tableur les points à retenir. Parce que ce que vous allez lire cet été, vous risquez de l'oublier. Si vous ne notez pas des petites choses pour dégrossir un peu et garder en fait un résumé concis de ce que vous avez lu. Donc, si vous faites votre chapitre 1, tel personnage apparaît, vous notez le nom du personnage. Vous notez la caractérisation du personnage. Pareil, si un lieu apparaît, vous notez le lieu.
Si un moment apparaît, un temps chronologique ou un temps de l'histoire, bon peu importe, je sais pas, vous notez. Le but, c'est d'avoir un résumé par chapitre des personnages, de leur caractérisation, du temps, de l'espace et de l'action. Ça va vous permettre de garder une trace et quand vous allez pouvoir y revenir, de voir clairement comment se déroule votre livre. Pareil pour les scènes, pour les comédias. Vous découpez en actes, vous découpez en scènes ou en quadros, et vous résumez l'action. Qui est là, quels personnages sont présents, qui parle le plus, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un quiproquo, est-ce qu'il y a un déguisement, est-ce que si, est-ce que ça, où est-ce que ça se passe. Bon, voilà. Et ça va vous permettre d'avoir une première lecture et de dégrossir l'œuvre en ayant, on va dire, l'essentiel vital de ce que vous devez savoir. Ça, c'est vraiment important. Pour les actes civilisationnels, préparez-vous une petite chronologie, voilà, des noms des acteurs importants, des moments importants, des lois, des actes, des accords, voilà. Moi, je fonctionne avec le diaporama. Je me faisais des diaporamas pour les actes civilisationnels. Donc je faisais pas un tableau parce que je mettais des photos, je mettais des trucs très visuels. Mais je vous détaillerai ça un peu plus longuement dans une autre vidéo parce que là je vois que le temps découle. Une fois que vous avez dégrossi votre bouquin et que vous avez compris son enjeu, la succession de l'action, des personnages, etc., tout ce que j'ai dit, vous vous penchez sur la bibliographie. D'ailleurs, j'ai des bouquins, les axes aussi. Hein. Une fois que vous avez votre chronologie des axes civilisationnels, vous vous penchez sur la bibliographie. Et là, vous allez comprendre le débat critique, les avis des uns, les avis des autres, et vous allez pouvoir enrichir votre réflexion et enrichir un petit peu l'attention que vous allez pouvoir élaborer et analyser dans vos compositions. Donc moi, je ferai les choses dans cet ordre. Voilà. Déjà, faire un état des lieux de votre vie, trouver le temps, faire du temps, réfléchir à la formation que vous allez choisir ou pas, consulter les programmes, consulter les rapports de jury, dégrossir les œuvres, puis lire les œuvres, et ensuite seulement passer à la bibliographie. Voilà. J'espère que cette petite ou grande vidéo, je sais pas, vous aura servi. Encore une fois, c'est loin d'être la méthode. En tout cas, c'est ma méthode et elle a fonctionné pour moi. Donc c'est pour ça que je vous la partage. Voilà, des bisous, à bientôt.